Il était une fois une femme prénommée Anna, non pas celle des contes de fées, mais celle du 5e étage, celle des nuits sans sommeil, celle qui avait appris à sourire avant même de comprendre ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Paris, jours ordinaires, embouteillage interminable, café froid, et une vie qui, vue de loin, semblait belle. Anna avait 32 ans et 4 ans de mariage. Marcos était architecte, charismatique, intelligent, le genre d'homme qui remplit une pièce rien que par sa voix. Elle l'aimait de cet amour qui ne pose pas de questions, qui accepte tout, qui confond abandon de soi et dévouement. Elle tenait un carnet dans lequel elle écrivait. On y trouvait, répétée chaque semaine, cette phrase « Quand il va bien, je vais bien. Quand il va mal, c'est ma faute ». Elle ne réalisait pas à quel point cette phrase l'emprisonnait. Elle croyait que c'était de l'amour. Elle ignorait encore que c'était le début du piège. Anna rêvait de reprendre la peinture. Elle avait abandonné son atelier 2 ans plus tôt, le jour où Marcos lui avait dit avec un sourire doux que l'odeur de la peinture le dérangeait. Elle avait rangé ses pinceaux dans une boîte et rangé avec eux une partie d'elle-même. La manipulation de Marcos n'avait jamais de volume, pas de cris, pas de poing sur la table. Elle se faisait de silence, de longs soupirs, de regards qui disaient « Tu m'as déçu » sans prononcer un seul mot. « Anna, Marcos, j'ai été invité à exposer quelques travaux dans une galerie. C'est quelque chose de modeste, mais... Marcos, Anna, tu sais dans quelle situation financière on est. Ce n'est vraiment pas le moment de jouer à l'artiste. Jouer. » Le mot se posa comme une pierre sur sa poitrine. Elle ne répondit pas. Elle avala. Puis elle alla aux toilettes, ouvrit le robinet pour étouffer ses pleurs et resta là pendant 8 minutes. C'était le quotidien. Marcos ne la traitait pas d'idiote. Il disait qu'elle était trop rêveuse. Il ne disait pas qu'elle était faible. Il disait qu'elle avait besoin de protection, et chaque fois qu'elle tentait de se relever, il y avait un nouveau mot, un silence calculé, une comparaison subtile avec d'autres femmes qui comprenaient mieux ce qu'une relation exige. Elle commença à douter de son propre jugement, à s'excuser avant même de se tromper, à demander la permission de sortir, d'appeler sa propre mère, de désirer quelque chose. Et le plus cruel, elle l'aimait. Ou elle aimait l'idée qu'elle se faisait de lui. Ou elle aimait la version de lui qui apparaissait rarement, lors des anniversaires, sur les photos de voyage, dans les nuits où il la serrait dans ses bras comme si c'était pour toujours. Ces nuits-là étaient l'hameçon, et elle mordait à chaque fois. Le basculement arriva un dimanche de pluie. Anna découvrit par accident une conversation sur le téléphone de Marcos. Ce n'était pas une trahison de baiser ou de drap, c'était pire. C'était lui qui la décrivait à quelqu'un. D'autres, elle ne fait rien sans moi. C'est quelqu'un de bien, mais elle n'a aucune ambition. Elle reste à la maison, peint des trucs. Elle dépend de moi pour tout. Anna resta immobile. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais ce n'est pas la colère qui arriva en premier. Ce fut la reconnaissance. Comme si ces mots étaient un miroir qu'elle avait évité pendant des années et qu'elle ne pouvait plus détourner le regard. Elle était devenue exactement ce dont il avait besoin qu'elle soit, assez petite pour ne pas le menacer, assez dépendante pour ne pas partir, assez coupable pour ne pas remettre en question. Elle ouvrit la boîte avec les pinceaux, en prit un. Elle le tint longtemps entre ses mains, comme quelqu'un qui retrouve un objet sacré dont il avait oublié l'existence. Quand Marcos rentra ce soir-là, Anna peignait. Il regarda. Il ouvrit la bouche pour parler. Mais cette fois, ce fut elle qui anticipa le silence. Calmement, sans crier, sans pleurer, elle dit simplement « Anna, je sais ce que tu penses de moi. Et je crois que tu as tort, mais le pire, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que tu avais raison. » Marcos ne répondit pas. Peut-être parce qu'il n'y avait rien à dire, ou parce que, pour la première fois, il vit dans ses yeux quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. La lucidité. Anna ne partit pas cette nuit-là. Le processus fut lent, douloureux, plein de doutes. Mais quelque chose avait changé de façon irréversible. Elle s'était vue. Et une fois qu'on se voit vraiment, on ne peut plus faire semblant d'être aveugle. Il existe des formes de trahison qui ne laissent aucune trace visible. Pas de cicatrice au poignet, pas de fenêtre brisée. La trahison la plus profonde se déroule en silence, quand quelqu'un qui devrait te renforcer passe des années à te convaincre que tu as besoin de lui pour exister.
L'amour véritable ne réduit pas, il ne fait pas taire. Il ne te met pas dans une petite boîte et ne la referme pas pour ne pas déranger. L'amour qui exige que tu te rapetisses pour tenir la place n'est pas de l'amour. C'est de la possession déguisée en protection. Et la culpabilité. La culpabilité est l'arme la plus silencieuse de toutes, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vit en toi et chuchote chaque jour que tu n'es pas suffisant, mais elle a été plantée, et tout ce qui a été planté peut être arraché. La vérité fait mal, mais elle libère aussi. Et parfois, le plus grand courage n'est pas de crier, c'est simplement d'arrêter de s'excuser d'exister. Et vous, avez-vous déjà vécu un silence qui vous a trahi? Ou avez-vous été, vous-même, ce silence qui a trahi quelqu'un? Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, une histoire est le miroir qu'une personne attendait de trouver. Aimez, commentez et suivez pour d'autres comptes sur les vérités que l'on évite, sur l'amour, la culpabilité, les choix et le poids des mots jamais dits.